Bonjour, bonsoir à tous, je suis Jérôme FZ et vous êtes bien sur le Morio Show. En cette soirée du 8 juin 2021, nous sommes en compagnie d'Evan. Bonsoir Evan. Bonsoir, bonsoir à tous. Ça va? Ça va Evan? Oui, bah oui, ça va très bien. Oui. Il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil, c'est super. Et ça va très bien avec notre thématique de la journée, puisque au programme pour cette quatrième émission, les mangas et animés Slice of Life, un genre varié cher à nos cœurs. Pour cela, nous vous ferons découvrir le meilleur Slice of Life comique, bien sûr, Nishijo. Et enfin, nous continuerons notre relecture de JoJo's Bizarre Adventure avec sa quatrième partie, Diamond is Unbreakable, un Slice of Life pas comme les autres. Et n'oubliez pas que nous avons toujours notre sondage tout de suite dans le chat, auquel vous pourrez répondre dès maintenant, mais aussi tout au long de l'émission. Aujourd'hui, bien évidemment, la question c'est est-ce que le genre Slice of Life, est-ce que ça vous intéresse? Et puis pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez pouvoir le découvrir avec nous. Alors, les mangas Slice of Life. Ils font le récit de tranches de vie qu'on déguste à toute heure de la journée et sans modération. Il est inutile d'aller sur des planètes inconnues ou d'avancer dans un temps futur, fictionnel, pour tirer satisfaction de ces histoires qui mettent en avant des personnages qui nous ressemblent. Mais qui ne nous ressemblent finalement pas tant que ça. Pour nous, occidentaux, les lieux préférés des auteurs de mangas tels que les écoles ou les lycées se présentent comme des fenêtres sur la culture et les modes de vie locaux, donc japonais. En poursuivant sur cet exemple, ces milieux scolaires offrent des contextes de romance, d'amitié, d'études et autres galères de jeunesse qui vont plaire au jeune public. Il va s'identifier très facilement aux personnages, parfois en reconnaissant certaines situations vécues, ou parfois en se moquant de traits caricaturaux et d'absurdités qui sortent malgré tout du cadre de l'ordinaire. On pourrait penser le concept étrange, celui de se divertir par des univers de vie normale. Les Slice of Life n'ont pas spécifiquement de méchants, et leurs héros n'ont parfois pas spécialement d'objectifs ou d'ambitions qui tiennent en haleine le lecteur. Mais nous savons tous que la vie réelle peut être le terreau de situations comiques ou poétiques, à l'inverse des univers sombres que nous avons vus la semaine dernière, symptomatiques d'un mal-être généralisé. Les Slice of Life revendiquent haut et fort un mot d'ordre essentiel, la légèreté. Le lecteur s'évade alors dans un monde qui lui est commun, mais débarrassé de toute gravité étouffante, de tout traitement tragique dans les situations à problème. C'est des situations qui ne vont pas se abandonner pour autant le côté émotionnel et sentimental de certaines scènes. C'est donc forcément avec plaisir et quiétude que nous allons explorer avec vous ce que sont que ces joyeuses tranches de vie. Alors, le genre Slice of Life, Jérôme, on l'a un petit peu défini, tranche de vie en français du coup. Euh, Toi, comment est-ce que tu verrais ça par rapport à d'autres mangas qui vont avoir des histoires plus linéaires et qui vont plus correspondre à ce qu'on appelle une aventure? Bah, je pense que tu l'as bien défini dans ta question, hein, tu fais bien ton job hein, d'animateur radio, puisque tu m'as donné la réponse dans la question. Mais c'est ça en fait, c'est le fait de suivre une aventure qui n'est pas forcément linéaire, et puis c'est même pas forcément une aventure, puisque quelque chose du quotidien. Et ce sont des instants de vie, tous reconnaissables, hein, c'est ce qui fait qu'on s'identifie aussi facilement. Et je pense que c'est ça qui donne cet attrait euh, au Slice of Life, et qui fait que c'est aussi populaire aujourd'hui, et qu'on peut voir vraiment popper à chaque saison, chaque nouvelle saison hein, euh, d'animé, on voit énormément de ce genre-là arriver, et c'est normal, c'est quelque chose de identifiable très facilement, comme je disais. Et puis, on a aussi, alors cette dualité, c'est on a d'un côté au Japon, pour eux, ça doit être très familier cet environnement, et pour nous, c'est un peu plus exotique, parce qu'il y a ce cadre de vie qui est fixé dans les slice of life, et celui souvent des collèges ou des lycées, par exemple. On va y revenir assez vite parce que finalement, un slice of life, ça répond à des règles, hein, évidemment, et des règles donc, qui vont être
qui vont aller, voilà, de ce cadre de vie, qu'on fixe, c'est-à-dire que on ne va pas partir dans un voyage, dans quelque chose, qui va nous emmener forcément loin, mais on va, voilà, fixer une ville, un lieu et puis, dans ce lieu, on va vivre, avec les personnages des scènes, de la vie quotidienne, en fait. Donc ça peut aller acheter, une glace, ça peut être acheter un café, voilà, dans un café, commander un café ou alors, tout simplement, voilà, aller justement, suivre des cours avec tout ce que ça implique et finalement, les slice of life, on pourrait penser comme ça, du coup, on pourrait se demander où sont les problématiques, en fait? Où sont les enjeux de tout ça? Est-ce que ça a un véritable intérêt? Et ce qui peut avoir un intérêt, en fait, c'est le fait que les problèmes ne sont pas spécifiquement, ce ne sont pas des menaces pour l'humanité, ce ne sont pas des choses extrêmement dangereuses, mais par contre, le récit va les traiter d'une manière qui va nous faire, aimer, en fait, parce qu'il va traiter des problèmes, simples, de vie de lycéen, de voilà, mais avec, parfois avec énormément d'humour, avec, on l'a dit tout à l'heure et on le verra plus tard, avec, parfois un peu de poésie, et puis avec de l'émotion pour finalement nous pour finalement, en fait, nous dire que dans la vie, les choses ne sont pas acquises, et qu'on peut très bien apprendre plein de choses sur l'amitié, sur l'amour, mais aussi juste, tout simplement sur les manières de vivre, de se conduire, les manières d'interagir avec, la société et cetera. Tout ça, les personnages en général qui sont jeunes eh bien, ils vont se poser des questions là-dessus et ils vont l'apprendre, via voilà ces récits de vie, qui vont être, qui vont voilà, qui vont aller du comique à la poésie, et voilà et donc on retrouve aussi d'autres, codes, Jérôme. Je sais pas si tu peux nous en dire un peu plus? Ah ouais et surtout je me disais, pendant que tu parlais que c'est aussi, ben, une espèce de défi, hein, parce que quand on veut faire du sensationnel pour marquer un peu ses lecteurs, ses spectateurs, bah, forcément on va choisir des shows comme Dragon Ball, tu vois? Qui ont des explosions de partout, il y a du grandiose. Là, il faut réussir à engager, un public avec, des problématiques qui sont bien plus minimes. Heu et donc il y a cet aspect aussi d'écriture qu'il faut pas négliger, je pense, parce que, c'est l'art de réussir à narrer, à donner un certain rythme et une certaine gravité à, à des problèmes, de la vie de tous les jours et je pense qu'il y a ce certains codes, comme, forcément ceux de la romance, hein, ça me fait rire, mais c'est quelque chose qui marche très bien, hein. Moi, ça marche très bien chez moi, hein, les les codes de la romance dans les slice of life. Parce que, forcément, on est directement, happé par ce genre de truc. Surtout si les personnages sont attachants et réalistes. Parce que, c'est là aussi l'un des autres, défis de ce genre, c'est d'avoir des personnages qui sont normalement réaliste. On verra plus tard que c'est pas forcément, obligé, hein. C'est comme tous les codes, on peut les casser. Mais en général, en règle générale, c'est quand même mieux d'avoir des personnages réalistes pour des problèmes, quotidiens. C'est vrai et donc on va avoir effectivement, comme tu disais, d'autres mangas avec, cette fois, un peu le pied opposé, avec des personnages archétypaux, mais qui vont fonctionner dans une logique, épisodique, où à chaque épisode, chaque personnage va avoir son rôle à jouer, mais ce sera souvent le même et ça voilà, ça peut être très amusant voilà, de commencer une série et de se divertir avec tous ces personnages qui sont caractérisés dès le début et tu sais qu'ils vont toujours être les mêmes. Et alors, il y a quelque chose d'assez important, on en a déjà parlé, et on allait revenir dessus, ce sont les traditions japonaises. C'est, les slice of life laissent plus de temps pour s'attarder sur, tout ce qui est les événements, de de la vie japonaise tels que le nouvel an, les choses comme ça, tout ce qui est, les temples, pour le bouddhisme et tout ça qu'on va finalement voir beaucoup plus enfin de manière du coup beaucoup plus réelle, beaucoup plus ordinaire dans ces mangas-là, en fait. Mmh et tu vois, quand tu es collégien ou lycéen et que tu vois ce genre d'animé, ce genre de série, hem, tu as ce côté, découverte, mais sous un autre angle parce que, les cultures, les cultures,
d'autres pays, normalement, à cet âge-là, c'est quand même, des fois à travers l'éducation à l'école, hein, et c'est pas toujours très, très intéressant, on va dire. Mais là, c'est une fenêtre, vraiment directement vers un quotidien, mais qui est souvent un peu fantasmé, hein. C'est pas comme ça, que ça se passe en vrai au Japon, mais il y a ce truc d'entrer dans une culture, que tu connais pas forcément, qui ont des traditions, des fêtes, différentes des nôtres, et qui est souvent sublimée. Alors si, il y a le bon coup de crayon, ou la bonne animation, qui est souvent sublimée en fait par l'œuvre, parce que, bah, si tu as si tu les cerisiers qui sont en fleurs, ça va forcément amener à de la mise en scène intéressante, et du coup, ouais, c'est des fêtes qui sont un peu fantasmées, mais qui donnent vraiment envie en fait, qui donnent envie d'y aller, et de découvrir, ça par soi-même, et moi quand j'étais au collège, au lycée, et que je voyais ce genre de série, ça jouait beaucoup en fait, cette ambiance-là. Cette ambiance, pays étranger, dans lequel j'ai jamais été, et pourtant les personnages, eux, vivent des choses que j'ai déjà vécues. Heu, c'est très c'est très engageant en fait, ce genre de série. Bah oui, c'est vrai que du coup, on a ce mélange effectivement entre, les expériences, qu'on reconnaîtra, qu'on aura vécues, des expériences, que ce soit des expériences gênantes ou drôles, qu'on aura vécues juste en tant que simple, voilà, jeune, avec, d'autres, avec des amis, des camarades ou même des gens justement qu'on aime moins, et qu'on rencontre dans les couloirs et heu et on va avoir, effectivement tous ces événements, autant ces événements que ces lieux de tradition, enfin ces lieux qu'on peut rencontrer au Japon en fait et qui vont être mis en avant pour la simple raison que en fait ce sont les lieux de l'action en fait tout simplement puisque le récit puisqu'on l'a dit il ne part pas sur des planètes, extérieures, au système solaire. Le récit, mais sans aller aussi loin, le récit vraiment s'attache à ces événements de vie quotidienne. C'est un peu cet aspect, journal de bord, cet aspect, journal intime où on va raconter nos journées et puis à un moment, il va y avoir une journée qui va un peu plus ressortir, où il s'est un peu plus passé de choses, où il y a eu, vraiment des épreuves de vie quotidienne pour la personne qui écrit et en fait, le mangaka va faire un zoom sur cette page et va nous la montrer, en fait, va nous la présenter en récit et alors, en fait, heu, il y a un truc que je voulais dire sur ces lieux-là, oui, voilà, sur la vie qu'on découvre, en fait, comme une fenêtre, c'est pas effectivement, que tu l'as dit, c'est un petit peu fantasmé, c'est normal, ce sont des fictions, dans un style, très particulier qui est celui du manga. Mais on va avoir, quand même, sans, vraiment forcément d'ailleurs s'y attarder, on va avoir des éléments que nous on retrouve pas de la même manière. C'est-à-dire on va avoir, la la fonction, le fonctionnement trimestriel, par exemple, des cours, les bulletins de notes différents. On sait, par exemple, tous que si on regarde des mangas, on sait tous que, c'est plutôt des notations basées sur 100 à la place de 20, chez nous. Ouais, il Toutes y ces a choses-là qui sont des petits éléments, des petits détails, sur tous les distributeurs, par exemple, de de canettes et tout qu'il y a dans les lycées, les collèges, qu'il y a pas forcément, partout. Enfin, il y a voilà, on découvre vraiment une autre façon de vivre, en fait. ouais, c'est de l'exotisme, et ça te donne envie d'y aller en plus. C'est surtout ça, ça marche. Bah, ça marche parce qu'on voit effectivement, ces grandes villes, on voit aussi, bah, le mélange, en fait, aussi pareil entre, justement les grandes villes, modernes, lumière et aussi, ben, les côtés plus, campagne, très aérée, ou Mmh. banlieue avec, les maisons traditionnelles où, il y a pas de siège, où on s'agenouille par terre sur des tapis, avec des portes, qui sont même pas des portes à battants, c'est des portes, coulissantes. Enfin tout ça, c'est finalement on le voit et on l'apprend d'une certaine manière, en regardant tous ces slice of life. Ouais, je sais pas toi, moi rien qu'en en parlant, tu vois, en t'écoutant parler, il y a déjà cet aspect presque de nostalgie que j'ai, de certains lieux, de certains événements, alors que j'y suis jamais allé. C'est fou l'ambiance qu'ils arrivent à retranscrire là-dedans, et d'autant plus que, c'est ce côté, souvent c'est en été, tu vois?
il y a une petite brise, un petit peu de vent, il y a, cette ambiance qui est vraiment, assez apaisante, qui est calme, de vie, des fois même de fin de de lycéen aussi des fois, heu, Oui, les jours avec, d'été où on s'assoit dans l'herbe, ouais, c'est vraiment, c'est vraiment ces ambiances, ces journées, particulières et là qui sont mises en lumière, quoi. Bah, oui et puis, c'est vrai que quand on se lance dans un manga slice of life, on y est pour, finalement, pour s'apaiser, en fait, pour se divertir, mais de manière plutôt soft et en même temps, on va voir que c'est pas toujours le cas avec, l'exemple, de Saiki. Donc Saiki, Kusuo no Psinon, c'est la vie désastreuse de Saiki, qui est un personnage, très particulier puisque, en fait, c'est un personnage qui est tout puissant. En fait, il a tous les pouvoirs et justement le pari de ce manga, c'est de se dire qu'un personnage tout puissant, c'est-à-dire en gros, il peut, voilà, se téléporter, il peut écouter les pensées des autres, enfin, il a vraiment tous les pouvoirs dans une logique, assez, omnisciente tout ça, omnipotente et le pari de mangaka, ça va être, donc le mangaka Shuichi, Aso, il va dire: «Ouais, mais ce personnage, tout ce qu'il a envie, c'est de vivre sa vie, tranquillement, de lycéen» et en fait, bah, ça va s'avérer un énorme obstacle. Tous ses pouvoirs et toutes ses surpuissances, ça va s'avérer un certain obstacle et le deuxième obstacle qu'il va rencontrer, c'est cet éventail énorme, très large de personnages autour de lui qui vont, en fait, à chaque épisode, venir l'embêter et donc on va avoir voilà, quand on regarde ce manga, on va avoir, cette logique très épisodique où à chaque fois, il y a une situation et lui, il va essayer de s'en sortir, mais à chaque fois, il va tomber sur chaque archétype de personnage, donc qui sont toujours les mêmes personnages autour de lui, heu et qui vont, en fait, le déranger. Je sais pas si tu peux nous peindre un peu, les personnages qu'on trouve dans Saiki en termes de caractère? Il y en a de toutes les sortes, quoi. Ouais, c'est presque étouffant, hein, donc ouais, on peut faire du comique avec du slice of life et forcément sur du comique, tu as des archétypes de personnages qui sont là, qui sont caricaturés, hein, ça permet de forcer un peu plus le trait et là, bah, je sais pas, il y a tu un pervers, qui a des pouvoirs, de voyant ou je sais plus quoi. T'as un mec, super grand, tu l'impression il est pas du tout, dans la même classe que les autres et il est super naïf, avec une voix bien grave et tout, trop énervant. T'as un mec qui est, qui est presque la caricature du héros de shonen, et qui essaye, tout le temps d'être motivé à fond, il y a son thème qui joue, en fait, quand il rentre dans la classe presque, tu vois? Et Oui. et il y a tous ces personnages qui viennent, l'emmerder, comme pas possible et c'est vrai que c'est super étouffant et d'ailleurs, en plus de ça, il y a, en narrateur, en fait, c'est le personnage principal qui vient, tout le temps, narrer en voix off, ce qui lui arrive avec un détachement, pas possible et surtout il parle super vite, presque sans pause. Je me demande si, au montage derrière, ils l'ont pas un tout petit peu, aussi, accéléré et tout ça fait que, des fois, il se retrouve entouré de tous ces personnages, archétypaux, avec la narration, tout ça mélangé, ça donne, ce côté absurde où, il peut vraiment pas vivre sa vie tranquille. Oui, bah, oui, donc Saiki, effectivement, l'animé, qui a commencé à sortir enfin, qui est sorti en 2016, il y a 2 saisons, si je me rappelle bien et on va avoir, effectivement, ce montage, comme tu disais, avec la voix off et tout ça, qui va traduire ce personnage qui on l'entend jamais parler, en fait, de tout, enfin, on l'entend jamais parler, de manière, extérieure aux autres, mais il va toujours, parler en voix off et cetera et voilà, on va avoir une façon de raconter les choses assez particulière, hein, ça fait c'est très, j'avais des références en tête, ça fait très ça fait une sorte de petit théâtre à chaque fois. En fait, chaque épisode de l'animé, c'est comme Mmh mh. une petite pièce de théâtre où chacun, va venir jouer le même rôle et ça va toujours finir un peu de la même manière, mais évidemment à chaque fois sur des situations différentes, hein, et donc tu disais que c'est étouffant pour le personnage, évidemment pour le spectateur, bah, c'est hilarant en fait, c'est très drôle. Il y a toutes ces situations, cocasses, et puis ces absurdités qui sont mis en avant,
Ça fonctionne vraiment bien, quoi. Et on a aussi, on nous dit dans le chat, on a Clannad, je connais, mais de loin. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que là, on parle de comics, mais on a aussi, on a une variété assez large, en fait, dans les slice of life. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec Clannad, ça vient, d'un visuel, d'un light novel. Et donc ça retranscrit le fait que c'est toujours, épisodique comme ça. Et des fois, on peut peut-être un peu reprocher, au genre, que, le fait de ne pas avoir des fois une histoire qui se suit, complètement, heu, ça amène à avoir une histoire une toile de fond en fait, qui avance, mais peut-être des fois trop lentement. Et je pense que c'est inhérent au genre parce que, comme on disait, il faut prendre son temps en regardant ça. Et le but, c'est pas d'arriver, tout le temps à avoir, du scénario à fond. Des fois, c'est aussi bien de pouvoir se placer, en fait, se calmer et puis, juste d'apprécier, de passer un moment avec, ces personnages-là. Oui, voilà, on va avoir une évolution, alors ça dépendra des mangas évidemment, mais on va avoir, souvent une évolution limitée, hein, des personnages. Mmh. Et c'est vrai que tu citais, Clannad, du coup vis-à-vis du chat et de son origine de light novel. On a aussi, la série Monogatari. Alors ça, c'est pas tellement un slice of life au départ, mais on va avoir ça vient aussi du light novel, donc on va aussi avoir des ambiances, comme ça, des scènes de vie avec, des discussions très longues, et et puis l'histoire, ça raconte un peu au départ, ça raconte un peu, ça fait un peu une sorte de voilà, ça raconte en fait quelqu'un qui va être entouré de personnes qui vont être atteints de problèmes, en fait, qui vont se matérialiser par des apparitions, des sortes de démons ou de fantômes qui vont un peu les empêcher de vivre, quoi. Et et au fur et à mesure de l'histoire, bon, il s'avère que c'est quand même une très longue, histoire, dans la série Monogatari, il y a énormément de parties. Heu, mais on va avoir on va aussi avoir des scènes comme ça, quoi, des scènes voilà, encore des lycéens, parce qu'évidemment c'est toujours des lycéens et puis, avec des discussions, des choses, des réflexions, voilà, c'est très axé sur les dialogues. Et puis après on peut citer, d'autres mangas, hein, qui empruntent un peu, ces codes-là comme, Silver Spoon, donc l'histoire d'un d'un élève qui se retrouve dans un lycée agricole parce qu'il savait pas trop quoi faire et lui, c'était plutôt l'élève, très théorique et il va se retrouver entouré, de ce monde, plutôt très pratique en fait, où il faut vraiment mettre les mains dedans et voilà, donc il y a toutes ces histoires-là, il y a aussi Sangatsu, no Lion, si tu peux nous en parler un peu? Ouais, alors, pour le coup, moi, c'est de tous les slice of life que j'ai pu, lire ou regarder, là, pour le coup, c'est vraiment mon préféré, je dirais. Même s'il y a Monogatari qui est vraiment pas loin derrière. Mais là, c'est du slice of life, heu et c'est rempli d'émotions. C'est difficile de pas au bout d'un moment, c'est difficile, en fait, de pas verser sa larme, quasiment à chaque épisode. C'est on suit l'histoire d'un alors, normalement, il est au lycée, mais ses cours, il les fait pas trop, en fait, ce personnage, parce que, c'est un professionnel, du shogi. C'est les échecs, mais japonais. Et voilà, il a eu une enfance, très compliquée, il continue à avoir une vie très compliquée aujourd'hui. Et en fait, il essaye, petit à petit, de se réintégrer au monde, parce qu'il est très isolé, il vit vraiment tout seul, il se fait quasiment pas à manger. Et il va faire la rencontre d'une famille qui, qui pour le coup, elle, ne fait que de manger, ils font que de parler de manger. Et heu et ils vont l'accueillir, souvent, chez eux. Et c'est un sentiment très réconfortant, en fait, quand il y est. On ressent à quel point ils leur font du bien et ils lui font du bien. Et c'est incroyablement touchant comme série. Et surtout, c'est des belles leçons de vie parce que, c'est des personnages qui ont mal, mais qui continuent à avancer. Ils font vraiment beaucoup d'efforts, et ça permet, en fait, le slice of life, ce genre-là, dans cette série, de parler, de plein de sujets différents, en se concentrant même des fois sur d'autres personnages, sur certains arcs. Comme, on a la collégienne, qui a des problèmes de harcèlement à l'école.
et ça devient, très sérieux. On est très, très impliqué dans cette histoire et puis, l'arc, suivant, c'est, un ancien du shogi, qui va plus ou moins prendre sa retraite ou peut-être pas et il voit, tous ses camarades, derrière qui l'ont quitté petit à petit à cause de l'âge et il y a ce stress en fait, permanent d'avoir, tous les espoirs de ses anciens collègues, sur lui et ça l'empêche d'avancer. C'est quelque chose de très, très, très complexe et de très, qui brasse beaucoup de sujets et qui amène beaucoup d'émotions et ce que j'aime beaucoup avec le genre du slice of life, c'est que on peut parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses différentes. Heu, on a du comique, on a parlé, de Monogatari qui a du surnaturel dedans, il y a même du gore, hein, il y a beaucoup de violence. Sangatsu no Lion, c'est rempli d'émotions. On on a vraiment un très large panel, de séries, grâce à ce genre-là. Bah oui, et puis on a aussi même les mangas de sport, hein, que parfois on considère comme ayant un petit peu de slice of life, cette fois on suit un peu les journées voilà, de jeunes, pareil, mais axés sur leur club de sport au lycée, comme le volley évidemment, ou le basketball avec tous les tournois et tout ça. Et je te propose qu'on continue dans cette chaleureuse lancée avec notre découverte de la semaine. Exactement et juste avant, on va faire un jingle et on se retrouve juste après. J'ai fermé les yeux pour me calmer au clair de la lune que j'aime cet endroit. Je dois partir tout de suite, j'ai peut-être compris. J'étais enfermée dans ma peine. En fait, j'ai peur même chez moi que j'étais triste tous les jours. Je suis remplie d'amour, j'avais les larmes aux yeux. Je peux changer les couleurs sombres de ma vie. Jusqu'au nage et jusqu'à quand la pluie va-t-elle enfin s'arrêter? Je sais pas. Marcher lentement et je cherche mon île. Dans cette ville éteinte, je vois un immense arc-en-ciel. En fermant les yeux, afin de ralentir, éclairé par la lune, il faut que je parte. Je suis tellement seule, enfermée, j'attends que le temps s'éclaire, à l'abri dans mon cœur, devoir s'envoler de ses propres ailes, perdre mon chemin, j'ai trouvé la lumière. Là où je ne pensais pas, au fond et au bas, la chaleur de mes mains me motive. J'ai pas peur même sous les orages, aujourd'hui, tous les jours, même pas peur dans le noir.
Et notre découverte de la semaine se fera en toute sérénité ce soir, puisque nous entrons dans l'univers de Nishijo, qu'on pourrait aussi appeler la petite histoire de nos vies ordinaires. Imaginez, c'est un matin de printemps, il fait beau, les oiseaux chantent. Soudain, vous regardez l'heure et vous vous rendez compte que vous êtes en retard pour le collège. Tant pis, pas le temps de préparer le petit déjeuner, je dois y aller. Vous ajustez votre jupe et commencez à partir en courant. Mais un jeune collégien passe devant vous et c'est la collision. Dans un manga normal, ça sentirait le début d'une romance. Dans Nichijou, c'est une onde de choc digne d'un combat de Dragon Ball qui en résulte, balayant tout le quartier alentour. C'est ainsi que Keiichi Arawi nous présente son manga, Nichijou, sorti entre 2006 et 2015 dans le Monthly Shonen Ace. Tout au long de ces 10 volumes, cette série nous offre des instants absurdes de la vie de collégienne au quotidien bien étrange. Yuko, Mio et Mai évoluent dans un univers aux probabilités impossibles où toute action banale se révèle épique. Une lutte acharnée contre un moustique en pleine nuit d'été, une course effrénée dans toute la ville pour un cahier à dessin, ou encore le rattrapage interminable d'une saucisse de bento qui menace de tomber par terre. Pour vous en faire comprendre l'intensité, je vais vous passer un court extrait de notre cher Yuko qui se plante sa mine de crayon dans le pouce. 総員戦闘開始なんつって Bon, je dois bien l'avouer, Evan, aucun manga ne m'a autant fait rire que celui-ci. Mais alors, qu'est-ce qui le rend aussi efficace? Eh bien, déjà, je pense il faut aimer cet humour, hein. On est dans un type d'humour assez absurde qui va transformer donc les solutions qu'on apporte à des problèmes ou alors juste le traitement voilà, d'un moment d'une situation problématique qui arrive. On a un traitement qui va être poussé à l'extrême, hein, évidemment. Et on l'a entendu avec l'extrait Yuko qui se plante voilà, le pouce dans la mine de crayon parce qu'elle pensait avoir évidemment son critérium de l'autre côté, son crayon de l'autre côté pour appuyer. Et, euh, et en fait, ça va traduire peut-être pour les personnes qui sont très expressives ou que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ça va traduire ce, toute tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on ressent comme émotion face à des choses comme ça. L'exemple qu'on connaît beaucoup, nous, c'est le fameux orteil qui se cogne contre le coin du lit. Et donc ça va vraiment traiter tout ça d'une manière voilà, très poussée, très extrême, et en amplifiant en fait tout simplement les émotions ressenties normalement, quoi. Ouais, Et on a aussi un peu cette, oui, on c'est a le cette JoJo de la logique. comédie, en fait. C'est le jeu de la comédie, on a cette logique de ce qu'on appelle l'humour slapstick, donc c'est-à-dire l'humour l'humour du bâton qui frappe, l'humour voilà je sais pas En comment fait, dire ça. c'est de la violence corporelle, mais exagérée, quoi. Oui, de la violence corporelle, mais qui est pas violente Oui. au sens moral du terme. C'est plus voilà la- la- le côté bagarre, comme dans Astérix et les bastons des villageois. Et, euh, et c'est vrai que il y a plusieurs critères enfin plusieurs choses qui vont rentrer en compte dans l'efficacité et le succès de Nishijou. Donc, comme j'ai dit, il faut rentrer dans cet humour-là et on a aussi cette gestion du rythme et cette gestion de voilà de tout ce qui est de tous les rapports entre les personnages qui vont en fait au final nous faire bien rire en fait. Je pense que, alors, il y a quand même, bon là, l'extrait qu'on a passé, c'est vraiment de la surenchère parce que, au moment où elle se met à crier, on l'entend, il y a un espèce de bruit sourd et en fait, son cri parvient, en dehors de la Terre, dans l'espace et vient,
vient embrocher différentes planètes du système solaire. Enfin, c'est vraiment de la surenchère au maximum et tu disais, ouais, faut rentrer dans ce type d'humour, qui est absurde et heu mais une fois qu'on est dedans, c'est incroyable à quel point le rythme est parfait, en fait. Autant dans le manga, que dans l'animé, bien que ce soit, des rythmes différents parce que, en manga, c'est, nous, hein, lecteurs, qui choisissons le rythme. Si on veut s'attarder sur une case, sur un tout petit détail, on peut le faire. On n'a pas besoin d'être formaté, par des TV size un petit peu, la durée de chaque, épisode, d'un animé. Là, on peut vraiment s'attarder sur ce qu'on veut, mais le découpage, on va dire, d'une planche, de manga, même en bande dessinée, heu, ça équivaut vraiment à inciter le lecteur à aller plus ou moins vite, à donner une impression de temps qui s'écoule. Heu, D'ailleurs, il y a beaucoup d'adaptations, des fois qui ont du mal, à passer ce pas, notamment sur je dirais, sur des mangas d'action et de sport. Je sais pas si tu vois, tu regardais Evan, quand tu étais plus jeune, Olive et Tom? Non, pas vraiment, non. Je le regardais sur Midi les Zouzous et Super. ah bah oui, c'était plus le club Dorothée, hein, à cette époque-là et hem et en fait, il y avait cette impression, dans cet animé que, les personnages, donc c'était des jeunes footballeurs, hein et ils faisaient leur voix off dans leur tête, en pensant, leur entraînement et cetera. Mais en fait, ils parcouraient le terrain. Tu avais l'impression que le terrain de foot, il faisait, 3 fois la taille de l'Angleterre parce que ils étaient tout le temps en train de courir, mais il y avait des voix off qui étaient très longues et il y a ces problématiques d'adaptation, entre manga et animé parce que, l'action elle est figée normalement en fait sur une case de manga. Ouais. Bah, ici, avec l'animé qui est sorti en 2011 de Nishijo, bah, justement, voilà, on a une fidèle adaptation de toutes ces tranches de vie. Donc, on est dans une logique qui a environ, il me semble que c'est un découpage en quatre tableaux, en fait, à chaque fois, par Mmh. épisode. Quatre petits chapitres qui vont raconter voilà, une scène, ici dans une salle de classe, ou ici devant le discours du principal, voilà, du collège. Et, et donc voilà, ils vont fidèlement appliquer, enfin, ils vont à la fois fidèlement reproduire le rythme du manga et en même temps voilà, appliquer ce que l'audiovisuel peut faire sur l'écoulement du temps pour avoir en fait ce mélange entre les scènes le côté très sensible, très doux, lent, voilà, on voit les collégiennes qui à un moment ne font rien pendant quelques secondes avec presque de la musique au shamisen. Bon, alors la musique, l'instrument, là, le shamisen, l'instrument à cordes typique qui vient qu'on entend à chaque fois sur les temps d'interlude dans l'épisode, qui vont venir comme ça, dire bon, bah maintenant on passe au tableau suivant. Tu vois, il y a une transition à chaque fois, c'est pas sans transition, quoi, justement. Vraiment pour dire le temps coule, maintenant on passe à autre chose et ça va être encore une autre petite scène qui n'a rien à voir avec la précédente. Et effectivement, tu le disais, si on choisit un petit peu le temps du manga malgré les influences, enfin le mangaka qui influence le lecteur dans son découpage, dans son rythme, qu'on voit d'ailleurs, j'ai déjà pu apercevoir par le dessus d'une épaule d'un camarade, une école, un manga où tu voyais, tu tournais la page, c'était exactement, il y avait une case pleine page, tu tournais la page, c'était exactement la même case, mais avec un petit changement, Oui. juste vraiment pour dire si tu tournes la page, c'est encore la même chose, plutôt que de juste avoir la case où tu restes autant de temps que tu veux. S'il y a du texte à lire, forcément, ça va donner l'impression que le chapitre est plus long. Voilà. Et là, forcément, avec l'animé de Nishiju, voilà, on est lancé, on est tenu en haleine pendant tout le long, tout en ayant ces montées de tension à chaque fois. À chaque fois, on recommence. En fait, on repart d'une situation calme et on repart en absurdité, on repart en extrémité, quoi. Ouais, en fait, ils utilisent trop bien le genre du slice of life parce que, le fait d'avoir ces épisodes qui sont, enfin ces parties, ces tranches de vie qui sont, pas forcément tout le temps connectées, ça leur permet de remettre à zéro le niveau de surenchère qu'ils ont, sur la blague précédente, en fait.
simplement. Et ça c'est super fort et puis, le côté voilà, heu, accentué, de aussi au niveau du style graphique, parce qu'il faut en parler, mais, l'animé, ils ont fait un travail de taré. Heu, c'est génial de pouvoir autant accentuer, une blague, une situation, là c'est utiliser tout le potentiel de ce que peut être un manga et un animé, c'est-à-dire d'avoir de la mise en scène exagérée pour une blague, absurde, du quotidien et là on a, voilà, comme tu disais, ce truc une scène qui commence, trop calme et puis, d'un coup, tu as, plein d'effluves de styles graphiques qui s'enchaînent, des trucs des fois avec un trait ultra simpliste mais ultra, ultra dynamique, d'un coup, c'est un trait ultra réaliste aussi, pour des personnages qui sont presque figés tellement ils sont dégoûtés par quelque chose, et c'est là pour le coup l'animé moi quand je l'avais vu à l'époque c'était vraiment la révélation de: «Ah ouais on peut autant rire devant un animé» et heu Mmh. et on peut le voir parce que c'est pas tant connu que ça. Genre, pour regarder, tu regardes sur tu mets Nishijo, tu cherches, sur Google Images, bah, tu pas les meilleures images du monde, hein, parce que, c'est pas super bien référencé. Il y a d'autres choses qui s'appellent Nishijo parce que, je suis pas spécialiste, hein, mais Nishijo c'est un truc comme, c'est La quoi? vie C'est ordinaire, vie ordinaire, oui, oui, c'est quotidienne, un truc ça, comme ouais. ça et Donc donc c'est exactement ça. il y a quand même, c'est pas très, très connu, mais pourtant, tu regardes, tu as des compilations sur YouTube qui font des millions et des millions de vues. Ça montre bien à quel point, hem, les scènes sans contexte, hein, sans connaître les personnages ni rien, elles marchent trop bien. Oui, bah, c'est vrai que l'animé est appréciable à voir pour tous ces effectivement, ces changements de style, qui sont parfois, épurés, parfois simples et puis, bah, parfois beaucoup plus fournis. On peut se demander pourquoi d'ailleurs, il n'y a pas eu plus de saisons, puisque en fait, bah, il y a qu'une seule saison d'une vingtaine d'épisodes, Ouais, ça c'est quand même super dommage, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ont fait un boulot incroyable, mais derrière, je pense qu'il y a pas eu autant de réception, peut-être, au niveau des ventes, hein, de DVD, Blu-ray, ça se base souvent sur ça, hein, pour faire une nouvelle saison, parce que l'animé s'est terminé avant, le manga et il y avait encore de la matière à adapter, mais je pense que le soin qu'ils y ont apporté, parce que c'est pas que du budget, c'est du temps, en fait, surtout. Ça prend du temps de faire un animé qualitatif et c'est pas que de l'argent. Et là, pour le coup, je pense que le temps qu'ils ont dépensé pour faire cet animé est d'une qualité incroyable. Je pense que c'est un miracle qu'on puisse avoir quelque chose comme ça, hein, déjà. Hem, Bah, ils ont pas pu avoir de retour suffisant, hein, je pense, sur les ventes derrière, tout simplement. ouais. Heu Et c'est dommage parce que c'est vrai que moi, ce qui m'a particulièrement plu dans Nichijou aussi, c'est ce côté, exotique, mais cette fois, pas seulement dans ce qu'on voit à l'écran, vis-à-vis des endroits japonais où ils vivent. C'est aussi j'ai l'impression qu'il y avait une sorte d'humour parfois ou de thématiques, et de sortes de poésie de simplicité qui sont parfois difficiles à cerner. C'est comme si on avait une transmission d'un humour japonais, en fait, que j'appellerais «japonais» entre guillemets, mais des fois, on regarde des scènes, on voit des blagues qui arrivent Et on comprend ou pas. voilà, toutes ces interludes où on va venir, où l'animé va présenter des choses en plus, quoi, pendant les interludes pour bien séparer les scènes et il y a des choses qui, des fois, justement, ne font pas, rire de manière, très exclamative et justement, tu les regardes et puis tu te demandes: «Mais c'est étrange, on sait pas trop ce qu'on» des fois, il y a des choses qui sont difficiles à cerner comme ça, je sais pas si tu as eu cette impression-là, toi? Bah, moi directement, j'ai l'image du de l'homme torse nu avec un œuf sur la tête. Oui, ouais. Je pense que Bah, c'est la représentation parfaite, hein, de ce que tu viens de dire. c'est comme si on n'avait pas toutes les références, Ouais, culturelles finalement, pour, vraiment cerner, l'essence de Nishijou et bon, ce serait peut-être surestimer l'œuvre, mais après tout, elle le mérite bien et je et pense alors il y a aussi que quelque chose de oui, vas-y. là, il y a quand même, ce truc de, bon, voilà, les traditions et cetera, certaines cultures et là, pour le coup, on est en plein dans ce que tu disais, dans l'humour, dans l'humour japonais
Et pareil, moi, ça a fait mouche, en fait. C'est tellement absurde, mais c'est tellement bien réalisé. C'est surtout ça. C'est que des Ah, c'est fois, attrayant, en fait. ouais, des fois, en fait, ce qui fait rire, c'est même pas la blague, en tout cas sur l'animé, c'est de se dire: «Ils sont allés jusque-là en termes de mise en scène, heu, juste pour cette blague-là». Des fois, c'est vraiment ça. C'est de se dire: «Ils ont mis Ouais. autant de moyens pour ça». C'est ça qui nous fait rigoler, en Oui, c'est fait. ça aussi, oui. Il y a un aspect de recul. Et alors, s'il y a bien quelque chose qu'on peut noter et qu'on a bien noté, nous deux, depuis qu'on a découvert l'animé, c'est les musiques, évidemment. Mmh. Euh, Ces instruments, avec voilà, c'est comme tu l'as mis tout à l'heure, peut-être que tu peux juste le repasser un petit peu en fond, Ouais, je pour vais qu'on s'en baisser rende compte pendant que j'en parle. je vais baisser un petit peu et Euh, tout ce que tu dis devient super drôle. Moi, pendant que je lisais mon texte, je me suis un petit peu retenu de rire par moments parce que ça me rappelle justement certains passages de l'animé, quoi. voilà, c'est ça. Donc on a cet aspect, on a un aspect d'orchestre en fait. Donc voilà, d'instrument d'orchestre, mais épuré, simpliste, comme un petit effectif d'orchestre qui serait dans une salle justement dans une salle de classe quoi, ou de conservatoire, et il y aurait quelqu'un comme ça qui leur dirait de faire des petites choses comme ça. Enfin, ça transmet une sorte de musique orchestrale, mais qui n'est pas symphonique justement, qui n'est pas grandiose, et c'est ça que je trouve assez intéressant aussi. Il y a de l'espièglerie, en fait, dans cette chanson, je trouve. C'est vraiment un côté, enfantin qu'on retrouve. Voilà, c'est ça. C'est très enfantin. Je vais baisser la musique un petit peu. Et je trouve que, voilà, c'est des musiques qu'on retrouve pas vraiment, même sur de la comédie, par exemple. Tout à l'heure, tu parlais de Saiki. C'était pas du tout le même genre de musique. C'était, forcément tout de suite plus moderne, et là, on est sur quelque chose de traditionnel presque, mais bien plus Bah, épuré. j'ai rarement entendu une bande originale de ce type-là, en fait. Mmh. C'est-à-dire, toutes les musiques ne sont pas exactement comme celles qu'on nous avait fait écouter. Évidemment, il y a une grande diversité de musiques, mais on est toujours sur ces mêmes impressions. Et c'est bon, c'est ça qui est intéressant. En tout cas, moi, pour le coup, Nishijou, c'est bien un manga et un animé que je conseille fortement à ceux voilà, qui voudraient vraiment se divertir et qui connaîtraient pas encore. Hop, je Bien. pense qu'on va Bah, pouvoir passer, hein. il est temps de clore cette rubrique découverte pour passer à notre petit jeu blind test pour la 4e fois, cette fois-ci, une chanson de personnage One Piece, tout droit venu de l'album, comme d'habitude, One Piece Nippon Judan 47 Cruise CD. Tendez l'oreille et n'hésitez pas à écrire dans le chat à quel personnage vous pensez. C'est parti.
Skytree coming here Tokyo 空に雷我は雷エレクトリックな音響 coming here Tokyo 運河のシャンドラ東京ピアAlors, Jérôme, des idées? Moi, je dis déjà qu'en off, on a tenté de me donner un indice, mais que ça a essayé de m'embrouiller, en fait. J'ai l'impression que on ne veut pas que je trouve ces personnages. Déjà, la dernière fois, on m'a volé la vedette. C'était notre invité qui avait trouvé le personnage. Mais cette fois-ci, je me serais pas laissé décontenancer, parce que grâce à mes années, bien sûr, de binge-watching de séries animées, je pense que j'ai réussi à reconnaître certains mots, ne serait-ce Camille, qui voudrait dire Dieu. Et donc, je dirais, j'ai eu du mal, mais je dirais que c'est Ener. Bien, bien joué. Pour une fois, Yes. est-ce que c'est ta première victoire? Non, non, la première, non, la deuxième, pas la première. Oui, la deuxième. Et il s'agit donc bien du dieu Ener, antagoniste de l'arc Skype dans One Piece. Il est interprété par Toshiyuki Morikawa. Et croyez-le ou non, il prête également sa voix à Kira Yoshikage de JoJo's Bizarre Adventure, partie 4. Dis-moi, Jérôme. Transition. Dis-moi, Jérôme, as-tu pensé à ta destination vacances pour cet été? Parce que moi, j'ai bien une idée à te proposer, à découvrir dans Made in JoJo. Bah, let's go. ジョースケ出てよージョースケ学校行こうぜは俺今日からお前と同じ学校だからよだからって迎えに来ることはないだろ小学生じゃあるまいしよいやまさかお前んちが俺んちのこんな目の前なんてなそれはまあ驚愕の事実ってやつだけどよほら早く行こうぜあら、ジョースケのお友達？はい西村奥安です準備できるまで中でコーヒーでも飲んでて。いいんすかいただきますおめえの母ちゃん美人だなお邪魔しますこいつはグレートにヘビーだぜ Et c'est reparti pour notre rubrique Made in, consacrée aux grands noms du manga. Aujourd'hui encore, nous continuons notre périple sur la route de JoJo's Bizarre Adventure, l'œuvre d'une vie, celle de notre cher Hirohiko Araki, une œuvre novatrice qui influence les contemporains mangaka depuis 1986. À chaque émission, nous revenons sur une partie du manga. Après Jonathan, le héros chevaleresque, Joseph, le combattant aux mille ruses, et Jotaro, le dur à cuire. Voici la quatrième partie du manga, sortie en 92 avec Josuke, le voyou au cœur d'or. En sortant de l'aéroport, demandez un taxi, direction Moriocho, quartier de la ville de S. Écoutez-le faire la liste des meilleurs points touristiques de la ville, des personnalités qui y résident de ces restaurants gastronomiques. Le bœuf au miso en est la spécialité locale. Saluez Angelo lorsque vous passerez devant, c'est juste un rocher derrière un banc, mais il vous semble y apercevoir un visage. Ne prêtez pas attention à une quelconque silhouette dans un pylône électrique, ne vous retournez pas dans les ruelles, ne montrez plus votre dos. Vous avez parfaitement bien choisi votre destination vacances pour l'été 1999. Josuke Higashikata, c'est le JoJo de cette nouvelle partie, Diamond is Unbreakable, qui se déroule une fois n'est pas coutume au Japon. Il est rejoint par Jotaro, son neveu. Et vous allez comprendre tout de suite ce lien de parenté car il est aussi rejoint par Joseph Joestar, son père. Josuke est en effet issu d'un adultère honteux, d'un Joseph pourtant déjà marié avec sa femme Tsujiku alors qu'il avait la soixantaine. Toujours est-il que malgré son nom de famille qui lui vient de sa mère,
Josuke est un Joestar et possède de manière naturelle un stand. Ce nouveau concept, et son stand est baptisé Crazy Diamond. Sa capacité est de réparer au toucher tout ce qui est brisé. Il peut donc soigner les blessures de ses proches, sans pouvoir guérir les siennes, ce qui le rend encore plus généreux en termes de santé qu'un porteur du groupe sanguin au moins. Au cours de Diamond is Unbreakable, Josuke va vivre sa jeunesse et endosser le rôle de protecteur de la ville, à l'aide de Jotaro, mais aussi de ses amis et alliés manieurs de stand, comme Koichi, Okuyasu et Rohan. S'il doit alterner entre ces deux vies, c'est parce qu'il est bien conscient que quelque chose ne tourne pas rond dans cette ville. Toute la compagnie apprendra bientôt que des criminels dangereux se sont immiscés dans leur vie, qui se devaient d'être innocentes. Malgré le format très épisodique qui tient du slice of life tel que nous l'avons exploré jusqu'ici, cette quatrième partie de JoJo se mue en véritable enquête où la noirceur s'invite autant que le sordide. Hirohiko Araki nous fait donc découvrir une nouvelle facette du bizarre de son manga, un bizarre hérité des bases établies auparavant, mais renouvelé dans un nouvel élan de création et d'imagination. Quelles sont donc ces nouvelles bizarreries, Jérôme ? Ah, alors pour le coup, on a le droit, je dirais quand même, à beaucoup de nouveaux stands très créatifs, hein. Et surtout, on a un folklore qui n'était pas présent la partie d'avant, qui est celui peut-être de nouvelles créatures, de nouvelles légendes. Euh, Tout ça participe à donner un côté étrange à cette ville. Le spectateur va parcourir un petit peu toutes les rues. Et surtout, c'est pas que la ville, c'est pas que les légendes, mais c'est aussi les habitants. Que Hirohiko Araki a choisi cette fois-ci d'explorer le côté un peu sombre de l'être humain, le côté à double facette en fait, on peut dire. Et en fait, chaque habitant, chaque personnage qu'on va rencontrer va avoir à la fois le côté appréciable, chaleureux, accueillant, et puis de l'autre côté, un côté bien plus sombre qui cache des secrets, mais aussi des fois simplement des défauts comme de l'avarice par exemple. Et ça contribue à rendre un petit peu tout ce qu'on croise en fait dans cette partie plus étrange, à double tranchant un petit peu. Et pour rappeler quelques stands un petit peu, pour qu'on se rende compte un peu du décalage de l'évolution de ces stands là, donc ce concept qui a été initié à la partie 3 et voilà, qui évolue dans la partie 4. Et donc comme tu disais, ces stands en fait ils vont être liés à cette partie sombre des habitants avec leurs défauts, comme par exemple The Lock d'un personnage qui s'appelle Tanami, qui en fait va jouer sur la culpabilité de la cible choisie, pour qu'un énorme cadenas va se fixer sur son corps en fait, mais qu'on n'est même plus dans une représentation humanoïde forcément. C'est-à-dire que quand la personne va ressentir de la culpabilité, il va y avoir un énorme cadenas qui va se fixer sur son corps, et pour s'en débarrasser, le personnage Tanami va utiliser son stand en fait pour extorquer de l'argent en fait aux gens, quoi, pour qu'ils puissent se débarrasser de ce gros poids qu'ils ont sur la conscience et à la fois sur le corps du coup. Et on a aussi par exemple Harvest, donc qui signifie récolte en anglais, et donc du personnage de Shiguchi, qui lui déjà est un personnage assez étrange puisque c'est un jeune qui a quand même un physique assez particulier, avec des sortes de pointes sur la tête qui sont même pas des cheveux, alors que c'est censé être un humain. Et donc son stand, lui, il permet de récupérer à travers la ville tous les petits objets que le manieur décide de récupérer. Et donc, par exemple, il va décider de récupérer la monnaie tombée par terre, ou alors, par exemple, les tickets de loto ou de loterie gagnants que les gens auraient oubliés par terre, quoi. Et donc, c'est un stand sous forme de colonie. Donc, pareil, on a encore une nouvelle originalité vis-à-vis de la forme des stands qui sont plus que... bon, c'était déjà le cas dans la partie 3, on avait des soleils par exemple, pour revenir sur ce fameux exemple, mais là, il va y avoir encore plus de déclinaison en fait de la forme qu'un stand peut prendre. Et en plus, ces déclinaisons, elles prennent un petit peu forme dans le sens où on n'a plus que des stands qui sont des stands combatifs, comme dans la partie 3. Là, ça va encore plus s'axer vers un côté psychologique, un côté stratégie en termes d'affrontement. Et donc, on, on voit un petit peu l'auteur qui essaye d'évoluer petit à petit, encore une fois, avec
avec son œuvre. Et je pense que ça se retrouve aussi, cette évolution, alors cette fois-ci dans la narration, comme tu disais, aujourd'hui la partie 4, c'est un slice of life et comme tout bon slice of life qui se respecte, comme on le disait plus tôt, ça prend son temps en termes de narration et donc on ne va pas tout de suite, avoir, cette intrigue qu'il y avait par exemple directement dans la partie 3, hein, ou même dans les autres parties. L'intrigue principale se fait attendre. J'ai même Ah, eu, c une connaissance là qui m'a dit, l'autre jour, il pensait que, la partie 4 était une partie de transition parce qu'il était arrivé un peu avant la moitié et il pensait vraiment que c'était voilà, un petit truc de transition pour présenter et puis après on passait, à la nouvelle saison. Donc c'est vraiment particulier et donc bah, dans cette première moitié, de Diamond, on rencontre, différents utilisateurs de stands, de la ville et chacun donc a sa partie sombre, mais aussi, heu, partie plus lumineuse, plus positive et donc ces ennemis, d'un jour deviennent, alliés, ensuite, peut-être pour toujours. C'est une formule, qui est très différente en fait de Stardust. Pour le coup, oui, c'est plus simplement, aller neutraliser, vaincre tous les ennemis, sur son passage, pour accéder à l'ennemi suprême. Donc ça, c'était le schéma de Stardust Crusaders. Ici, on va neutraliser à un moment des ennemis qui enfin des voilà, qui vont être des gens qui vont être de menace, en fait. On va neutraliser, on va leur dire, «C'est pas bien ce que tu fais». Mais en fait, derrière, les personnes, elles sont encore là, quoi. Elles sont encore habitantes de la ville, citoyens, citoyennes et au fur et à mesure, elles vont se rendre compte que, ben, ils ont un petit peu tous, ils aiment tous cette ville en fait et par rapport à la grande menace que va représenter d'autres personnages du coup qui eux vont être beaucoup plus dangereux pour tout le monde quoi. Ils vont un peu dépasser en fait chacun va un petit peu réussir à dépasser ses intérêts personnels en fait son petit ego avec justement le stand qui leur donne ce pouvoir de réaliser un peu leur désir égoïste, bah, cette fois, ils vont peut-être un peu plus mettre ça de côté et suivre, voilà et au moins ne plus se mettre en travers de la route des personnages principaux qui, eux, vont vraiment sérieusement chercher le criminel et d'ailleurs le criminel, on n'en a pas parlé encore. Mmh. Heu, il va y avoir alors c'est vrai que la partie, finalement comme tu le disais, pour ceux qui commencent, l'animé, enfin qui découvrent ça en animé, c'est sûr que ça fait un choc quand on passe de la partie 3 à la partie 4. Ça me l'avait fait aussi quand j'avais découvert. Pourtant, il faut aller jusqu'au bout, hein, ça vaut vraiment le coup. Faut pas voilà, faut pas, passer cette partie et la laisser de côté et effectivement ce criminel donc qui va apparaître, plus tard, hein, au moins à la alors, en fait, il est présenté un petit peu d'une manière dès le début, mais après on revient pas vraiment dessus et on va le revoir plus tard. On va apprendre donc que c'est Kira Yoshikage, donc cet homme justement ordinaire qui aspire à une vie tranquille. Donc on revient sur ces thématiques-là, mais c'est un criminel, voilà, multirécidiviste. Alors on peut pas vraiment dire ça parce qu'il a jamais été jugé justement. Il fait disparaître toutes ses victimes grâce à son pouvoir et son pouvoir c'est Killer Queen, donc c'est voilà, donc on retrouve encore, hein, ces noms, inspirés de toutes les donc Killer Queen, hein, une chanson, très connue de Queen, hein, du groupe Queen et donc son pouvoir, en fait, c'est celui des explosions. Donc là, on est dans quelque chose d'un peu plus classique en termes en termes matériels, on va dire. Heu, on est sur, voilà, sur la logique d'explosion, faire exploser quelque chose. Mais voilà, il va l'utiliser pour faire disparaître, toutes ses victimes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un antagoniste, Kira Yoshikage, mais il a tout d'un presque des fois d'un protagoniste de slice of life, en fait, parce qu'il veut juste vivre, sa vie tranquille, sans faire de vagues. Mais comme tout le monde dans cette partie-là, chacun, a, un côté sombre et lui c'est le meurtre et fétichisme des mains pour ses victimes, hein, aussi. Et je pense que c'est vraiment la lumière, qui fait briller, toute cette partie, hein, et c'est ce personnage de Kira Yoshikage qui est absolument, incroyable. Par moments, on n'a presque pas envie qu'il se fasse attraper et il vient, diriger toute l'intrigue,
de cette partie. Et ce qui est bien, c'est que voilà, la première partie de Diamond, on croise tous ces utilisateurs de stand, on apprend à les connaître, on apprend à connaître nos rues aussi de cette ville. Et, euh, et tout arrive à se mettre un petit peu en place une fois qu'ils font connaissance avec le tueur en série. Euh, Chacun un peu a son rôle à jouer, d'autres sont laissés un peu de côté. Mais mais il y a ce côté, c'est gratifiant parce qu'on se dit: «Bah, voilà, on n'a pas regardé tout ça pour rien». Heu, tout vient un peu se mettre en place, heu, pour, heu, pour ce tueur en série. Oui, donc c'est un personnage, très charismatique effectivement, qu'on va suivre, hein, des fois, de son point de vue à lui, hein. Et en même temps, c'est un personnage, complètement, dégoûtant, horrifiant puisque voilà, avec son fétichisme pour les mains de jeunes femmes et toute la manière dont il va réussir à voilà, à prendre le dessus sur ses victimes et enfin, il y a vraiment des scènes assez effroyables, de ce point de vue-là, effectivement. Et c'est ça qui rend la chose un peu difficile à suivre en termes d'identification, justement, en termes d'empathie, puisque, ben, on arrive à avoir de l'empathie, pour un personnage, voilà, qui a quand même ce travers sombre qui est vraiment pour le coup, qui est vraiment pas, si commun que ça, quoi. Et puis, ça peut faire penser un petit peu à à ces personnages comme dans Le Silence des agneaux, Hannibal Lecter, tout ça, où au final, le personnage a une telle prestance et au cinéma, il est tellement bien incarné qu'il y a quand même voilà, une grande admiration, en fait. Et je pense que c'est ça, hein, ce qui se passe autour de ce personnage. Et aussi, c'est la partie 4, c'est, un changement aussi de identitaire, encore une fois, pour, l'auteur, mais cette fois-ci bien plus marqué parce que tu l'as dit, hein, le stand de Kira, c'est Killer Queen. Et en fait, il y a de plus en plus de références, heu, à des albums, à des groupes de musique, à des chansons. Et ça, c'est vraiment ça arrive en plein dans la gueule et tous les stands, quasiment sont des références comme ça. Heu et en fait, c'est un changement identitaire, c'est un changement psychologique aussi pour l'auteur parce que, heu, on a cette volonté de faire de JoJo une œuvre, encore plus évolutive et notamment, dans son aspect, esthétique puisque, et dans cette partie-là, on aura quand même, en une seule partie, le changement le plus drastique, je pense, de toute la série, au niveau artistique. Parce qu'on va commencer, à suivre, donc notre protagoniste Josuke, heu, qui a la même carrure, en fait, que Jotaro, dans Stardust Crusaders. Tous les personnages d'ailleurs, sont dans la même continuité, hein, au début. Sont tous, très, voilà, grosse musculature, c'est un voyou, donc il y a cet aspect vraiment, assez, assez dur en fait, chez Josuke. Pourtant, il a une personnalité qui est tout autre. Et heu et puis, quand on regarde, voilà, tu peux piocher différents tomes dans la partie et petit à petit, les personnages, s'affinent, les traits, deviennent plus ronds un petit peu, jusqu'à, ce que, à la toute fin, vers les derniers tomes de la partie, on a, des personnages qui n'ont rien à voir avec, la façon dont Diamond a commencé. Et j'imagine que pour l'époque, ça devait être assez, déroutant de suivre cette évolution. Mais il a vraiment pour le coup, il a vraiment fait évoluer son style dans cette partie. On en parlait, hein, déjà dans les émissions précédentes, ce style qui aspire à ses côtés, cette représentation des volumes, la mise en relief, des personnages par les nuances, de noir et blanc et puis ensuite de couleur et puis par, voilà tout ce côté relief, perspective, hein, la perspective qui est très bien gérée, hein, on a toujours, Araki, voilà, c'est un mangaka qui va toujours avoir des décors, hein, dans ses cases, hein, des décors ou alors des fonds un peu plus abstraits qui vont être beaucoup plus présents évidemment dans l'animé, hein. L'adaptation animée, depuis la première partie, fait vraiment ce travail-là d'avoir plein de choses qui vont venir des motifs qui vont venir se greffer à l'image, des fonds qui bougent, des textures dynamiques. Et, euh, et là, c'est vrai qu'on a vraiment cette évolution, comme tu disais,
à la fois sur les volumes et son style finalement dans la partie 4, il me semble de plus en plus proche du style qu'il va avoir après dans les parties suivantes. Enfin, on est dans une sorte de première ébauche de ce qui va être encore mieux de mon point de vue après, quoi. Exactement et en plus, il ne fait finalement que se rapprocher de son idéologie de base parce que, heu, dès le début, dès la première partie, on avait des figures, contorsionnées, hein, avec des poses, voilà, toutes plus exubérantes les unes que les autres et un sens aussi, stylistique, de la mode qui était assez exacerbé et à ce moment-là, dans la partie 4, il décide de, s'éloigner, donc comme on le disait sur la mission, dernière, de s'éloigner, de la pop culture, qui était, très axée, gros bras musclés, Schwarzenegger, Stallone et cetera et là, il arrive petit à petit vers son propre style qu'il avait, déjà, en fait, en tête depuis le début, mais là, comme tout commence à rentrer en place, en fait. C'est ça, sa créativité, ses stands, qui deviennent, un peu moins combatifs, plus stratégiques, plus bizarres. Les personnages qui s'affinent, qui deviennent, pour certains, hein, pour Rohan, par exemple, presque des modèles, hein, des mannequins et puis, ce côté un peu plus androgyne aussi, pour ses protagonistes. Tout ça, pour faire évoluer toujours son œuvre vers quelque chose qui lui plaît, hein, tout simplement et heu et derrière on a aussi c'est très important en fait, c'est une partie très importante, la partie 4 pour beaucoup de choses, mais c'est aussi, la première fois qu'on a alors dans la partie 3 on avait l'héritage, la thématique de l'héritage, de la descendance. Là on a quelque chose d'un petit peu plus en arrière-plan, mais bien plus travaillé. C'est une thématique, de la fatalité, qu'on retrouve sur les derniers arcs, de Diamond avec un principe qui est assez connu aussi au cinéma, c'est-à-dire celui de la journée qui se répète. Voilà, les stands, ils commencent à avoir des pouvoirs, capables de faire ça et heu et on a ce côté, fatalité, le destin, qui est du côté de certains personnages. Ça commence à arriver, en fait, tout ça. C'est vrai que oui, c'est ce qu'on verra aussi la semaine prochaine, hein, avec la partie 5. Ça va encore plus être évident, ce côté destin et fatalité. Et pour revenir un peu sur l'animé, et on va pouvoir conclure ensuite toute cette analyse, euh, c'est le travail des couleurs. On en a parlé un peu, mais pour le coup, les couleurs vont vraiment se faire l'analogie de cette ville qui tourne pas rond, cette ville qui a des problèmes, qui est malade, euh, tout en ayant toutes ces inspirations quand même très pop ou très disco. Bah, ça avance dans le temps aussi, quoi. C'est une partie voilà, qui a été faite dans les années 90, de 92 à 95. Et donc, on va avoir ces inversions de couleurs, par exemple sur le ciel ou la végétation, le ciel qui devient jaune, la végétation qui devient violette, mais de manière normale. C'est-à-dire c'est même plus seulement dans des plans qui pourraient être, disons, des plans d'accent dramatique. Donc ça arrive souvent hein, dans les animés, qu'on ait d'un coup des fonds de couleurs qui changent, mais de manière un peu plus globale, c'est-à-dire souvent c'est juste le personnage qui va être isolé sur un fond uniforme. Là, on va avoir des changements dans tous les éléments de décor voilà, qui vont changer de couleur, qui vont plus avoir leur couleur normale, justement. Et c'est tout ça qui va nous dire que finalement, ce slice of life qui fonctionne bien dans sa narration et qui plaît aussi pour les codes du slice of life, bah, c'en est pas totalement un. Et il y a quelque chose qui va pas justement dans cet univers qui est censé être ordinaire, parce qu'il il l'est pas du tout en fait, quoi. Exactement, ça se ressent énormément. Je trouve que l'animé a fait vraiment un beau boulot là-dessus. Bah, je pense que pour conclure cette, rubrique, on peut vous passer, un petit extrait, aussi, encore de Diamond, mais, cette fois-ci pour vous prouver qu'il y a toujours autant d'intensité, que sur la partie 3. ここで時を止めても奴までは遠すぎる。スイッチを押させるな。いいや限界だ。押すね。今だ。アクト3、3フリーズ。射程距離5メートルに到達しました。
このクソカスどもがスタープラチナザ・ワールド光一君、君は本当に頼もしいやつだ。この町に来て君と知り合えて本当に良かったと思っているよ。そしてやれやれ、間に合ったぜ。時は動き出す。やった。間に合ったぞ。Bon, bah voilà, on vous l'avait bien dit, hein, il y a toujours autant d'intensité sur la partie 4, bien que ce soit un slice of life. C'est toujours aussi intense avec un Jotaro qui est aussi présent et qui nous fait plaisir. Hein. Voilà, voilà. Mais c'était très plaisant en tout cas aussi de parler de tout ça. C'était pareil, d'une sérénité impeccable. Exemplaire. D'ailleurs, Exact. le jingle là, que vous entendez en fond, qui est toujours là pour le Chill Talking, c'est une musique de Nishijo. Voilà. C'était le moment de le préciser, quoi. C'était pour cette émission. Bah oui, finalement. D'ailleurs, on n'a pas encore. On en parle un petit peu après là, mais il y a eu une adaptation aussi hein, de cette partie en live action, de la partie 4, qui a été réalisée en 2017. Et c'est vrai que on peut voir quand même des efforts hein, sur ce film au niveau des couleurs, même au niveau des stands. Hein, je pense qu'ils ont mis tout le budget là-dessus. Mais le truc, c'est qu'ils reprennent que la première moitié, comme on disait, celle qui est un peu plus slice of life. Donc en fait, il n'y a presque pas d'intrigue. Et je trouve que pour un film, bah, ça marche pas trop. C'est vraiment dommage. C'est vrai qu'on aura l'occasion d'en parler des live action, puisque c'est toujours un parti pris intéressant que d'essayer de transformer les mangas qui ont leur adaptation animée et de les transformer en film, en prise de vue réelle avec des acteurs en chair et en os. Et c'est toujours des choses compliquées et intéressantes justement par cette complexité-là qui divise hein, forcément en réception du public. C'est vrai que ce qu'on appelle les dramas ou les live action, les films live du coup, et ben c'est vrai qu'ils sont voilà, on a encore du chemin à faire à ce niveau-là, quoi. Ouais, c'est clair. On nous demande ce que c'est le thème de la semaine prochaine. C'est vrai qu'on le dit plus trop. Le thème de la semaine prochaine, on va s'intéresser à la partie 5 de Jojo, évidemment, donc Golden Wind, celle qui a contribué à un regain de succès de la série hein, ces dernières années, là, vraiment. Ça s'est vraiment démocratisé par cette partie-là qui a été du coup adaptée en animé. C'est grâce à cette adaptation animée-là que voilà, il y a ce regain de popularité. Et ben on va aborder autour de cette partie les thèmes de la fatalité. Ça va être super intéressant. Surtout qu'il y a beaucoup de choses à dire et que va falloir que je fasse attention à mon débit de parole parce que sinon on va plus s'arrêter, je pense, hein, sur cette thématique. Bien, il est temps de vous souhaiter une bonne soirée alors. Et de Exactement. vous dire à la semaine prochaine pour la prochaine émission. Oui, d'ailleurs, il faudrait qu'on l'annonce peut-être, comme on est sur la dernière partie qui a été adaptée en animé, on s'est dit que c'était un bon moment pour faire une pause. Donc après l'émission de Golden Wind, on fera pas d'émission la semaine d'après. Et puis ensuite, on enchaînera sur les parties qui sont pour l'instant qu'en manga. Ce sera avec Stone Ocean. Et bon, j'espère Très bien. que vous avez passé une bonne soirée. Evan,
Je sais pas, est-ce que tu as un dernier mot pour du slice of life voilà, qu'on a, on a abordé pendant toute cette émission? Ah, eh bien, ce sont des tranches de vie qui ne furent pas tristes, qui furent joyeuses. Cette émission, je pense que c'est une logique épisodique de nos vies, de notre vie à tous les deux, Jérôme, qui est plutôt très intéressante. Bah, je pense que j'aurais pas dit mieux. Bah, écoute, merci beaucoup à toi, Evan. J'espère qu'on a réussi à bien vous faire ressentir un petit peu ce que c'était que les Slice of Life. Et puis, voilà, on va pouvoir se dire à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ce sera sur la fatalité. Ce sera toujours à 19h, plus ou moins, sur le Morio Show. À bientôt. Salut. Bonsoir à tous. 夢に触れている目指したものがあるこの手は何を求めてる確かな